Alors, on va parler tout d'abord d'une chose très importante quand on imagine et qu'on design son jardin, c'est bien sûr de faire l'inventaire. L'inventaire, l'importance du contexte est très très important puisque ça conditionne effectivement la réalisation positive d'un projet de jardin. Donc, tout d'abord, bien sûr, on se pose la question de la motivation. Une affaire de bon sens, puisque en fonction de le temps qu'on a envie d'y passer, le budget, on l'a vu juste avant, donc je ne vais pas revenir dessus, mais forcément, ça impacte le projet, sa réalisation. Donc, la volonté de s'impliquer, elle est là aussi. Savoir faire le distinguo et jauger le bon équilibre à du temps passé au jardin ou qu'on a envie de passer sur ce projet. Notre savoir-faire, nos compétences. Hein, par ailleurs, est-ce qu'on est bricoleur? Est-ce qu'on sait façonner? Est-ce qu'on travaille le bois? Ou tout simplement, est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de jardiner? Ou est-ce qu'on est déjà un jardinier expérimenté? Ça impacte aussi forcément le projet. Et on en parlait aussi tout à l'heure, les moyens à disposition, l'entraide, donc c'est les outils techniques, la surface de son terrain, ses qualités, ses avantages, ses inconvénients, et bien sûr l'entraide qu'on peut trouver autour de soi, qu'elle soit familiale ou associative. On passe bien sûr à la phase la plus importante, qui est connaître son environnement. Connaître son environnement, c'est vraiment quelque chose de primordial. Certains permaculteurs vous diront qu'il faut 1 an, donc au fil des 4 saisons, pour connaître au mieux son environnement. Certes, on peut trouver ça long, mais prendre le temps justement de voir comment évolue son jardin, son environnement au fil des saisons, peut-être déjà peut vous faire gagner beaucoup de temps et peut être un gage de réussite assez rapide sur votre projet. Donc, il y a plusieurs manières d'observer son environnement. La première que j'ai envie de partager avec vous, c'est euh, la, la connaissance, l'observation de son contexte de lieu général, qui est à l'échelle macro. Et celle que j'avais envie de partager avec vous, c'est celle de l'observation au ressenti. Pourquoi c'est important cette appellation de ressenti? Parce que ça permet d'éviter de démarrer par l'analyse de son jardin en ayant des jugements de valeur. Et donc, on s'invite du coup à plonger dans une observation qui se dédouane un petit peu des jugements, de ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et en fait, on se laisse vraiment libre cours à ces 5 sens. Ça a l'air un peu ésotérique comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est très très important. Donc, on va voir dans quel sens on peut s'imprégner justement de cette observation ressentie. Sur notre terrain, on peut simplement déambuler, simplement se poser pour contempler. Et on peut sentir un petit vent frais qui nous chatouille le visage ou une sensation de souplesse sous les pieds à certains endroits du jardin. On peut sentir l'ombrage, on peut sentir l'ensoleillement. Et donc tout ça, c'est important puisque ça nous permet déjà de délimiter dans notre tête, tout simplement, juste en mettant en exergue un peu nos sens, comment vit notre jardin, quel type de zonage, on en reparlera plus précisément ensuite, on peut mettre en place. Et cette observation donc au ressenti, euh, pour moi, elle est très importante. Ça vous permet vraiment de vous imprégner de votre jardin avant d'y réaliser quelque chose. Alors bien sûr, il y a le vent, hein, qu'on prend en compte, pardon, puisque le vent a une influence importante sur nos écosystèmes. Il peut être un frein au développement de certains végétaux, hein, conduire aussi à des pertes énergétiques importantes. Hein, ça peut être l'évaporation, la sécheresse, l'érosion. Mais d'un autre côté, quand il est bien utilisé ou contrôlé, aussi, il peut être une source de vrais bénéfices, hein, comme énergétique, brassage de l'eau aussi en surface, l'aération des végétaux, la limitation du gel. Et donc la circulation des vents sur notre terrain, elle s'observe autant à l'échelle macro, hein, du territoire, de notre commune, de notre ville, mais aussi à l'échelle micro, qui est l'échelle du terrain. L'eau, bien sûr, dans une conception en permaculture, vous le savez, vous vous en doutez, l'eau est vitale. Elle est vitale bien sûr pour nous-mêmes, mais nos plantations, certains permaculteurs disent que l'eau, c'est le meilleur des engrais.
Et observer attentivement le parcours de l'eau sur notre site, ça nous permet de voir comment elle rentre dans notre système. Et ça peut être la toiture, ça peut être une source qui coule à côté, ou une roubine, ou un canal, le réseau public. Voilà, ça, c'est important de savoir l'estimer. Et j'en dis pas plus pour l'instant, puisque Anaïs nous en parlera un petit peu plus tard dans le webinaire. Ensuite, bien sûr, le soleil. Le soleil est très important, au même titre que l'eau, hein. Connaître, du coup, la course du soleil dans le ciel est très importante. Il faut que vous pensiez donc à observer si les structures en place ou les grands arbres empêchent les rayons du soleil d'atteindre les endroits où vous avez envie d'installer le potager, par exemple. Si on est plus basé dans l'hémisphère nord, on plantera en général au nord des strates plus hautes pour une forêt nourricière, et au sud les autres. Voilà, donc il y a des choses très importantes à apprendre de par la course du soleil et de la manière dont votre habitation est située par rapport à lui. Et bien sûr, le sol, la qualité du sol. Je fais très vite puisque Anaïs nous en parlera aussi. On doit toujours favoriser la vie dans et sur le sol, puisque de cette façon, notre sol est vivant et c'est un vrai garde-manger pour la biodiversité. Et puis, ça nous permet aussi de savoir si notre sol est de qualité pour pouvoir y implanter un potager. Il y a la règle qu'on appelle la règle des 3 M, qui est à prendre en compte, à préserver, c'est les micro-organismes, les minéraux et la matière organique. Ce trio-là, s'il est présent dans votre sol, ça veut dire qu'il est riche et que vous pouvez vous amuser avec la création de votre jardin. Et bien sûr, il faut prendre en compte aussi la nature et la structure de son sol. Il y a plusieurs manières. Vous trouverez sûrement des tutos sur Internet qui vous expliqueront un petit peu comment arriver à analyser très facilement la structure de son sol. Est-ce qu'il est sableux? Est-ce qu'il est argileux? Est-ce qu'il est grumeleux? Bref, il y a pas mal de choses à apprendre aussi du sol. L'important aussi, on fait un inventaire de son jardin pour créer donc son design de potager ou d'installation, c'est bien sûr de valoriser l'existant. Il faut regarder où sont implantés les arbres. Comme vous pouvez le voir sur les images, quel type de végétation est déjà installé sur notre terrain. C'est le principe des plantes bioindicatrices qui peuvent nous expliquer et nous faire comprendre que là, à certains endroits, notre sol est par exemple trop tassé, hein. Ça peut être le plantain par exemple, ou le rumex oseille qui peut montrer que justement un sol est très compacté. Et puis, bien sûr, des zones, comme vous le voyez sur la droite, des zones plus humides où là, on peut envisager potentiellement d'y créer une mare, comme l'expliquait Solène en intro, et du coup, attirer la biodiversité dans le potager. Alors, intéressons-nous maintenant, du coup, une fois qu'on a fait notre inventaire, une fois qu'on a observé au ressenti, à l'échelle macro, à l'échelle micro, il est temps de commencer à faire des petits croquis, à dessiner et du coup à passer dans la phase qu'on appelle le zonage. Le zonage, donc, c'est l'implantation du jardin et l'idée, c'est, excusez-moi, c'est la bouteille qui est tombée, tout va bien. C'est la manière donc d'organiser son jardin. Donc, comme vous pouvez le voir, la zone 0, ben, c'est bien entendu sur laquelle on se réfère, sur laquelle on s'appuie pour réfléchir à son zonage, c'est la maison, bien sûr. La zone 1 que vous voyez là sur la droite, alors là, ils ont fait un joli potager, mais ça peut être aussi tout simplement sa terrasse, puisqu'on peut y planter voilà, des herbes aromatiques qui peuvent tout de suite être disponibles pour la cuisine, par exemple. Comme vous le voyez, c'est une zone dans laquelle on passe plusieurs fois par jour, qu'on entretient aussi régulièrement. Et du coup, comme elle est assez proche de la maison, elle est pratique d'utilisation. Donc, on peut voilà, mettre des plantes en pot
dans cette zone, sur sa terrasse. On peut aussi installer un espace pour les animaux domestiques ou un petit coin de pépinière. Lorsqu'on s'intéresse à la zone numéro 2, eh bien, donc, ce sont des passages moins fréquents, mais qui sont quand même visités régulièrement. C'est là souvent qu'on installe son potager. C'est massif et qu'on met en place toutes ces plantations qu'on utilise ou qu'on va valoriser ou cultiver ou cueillir régulièrement. La troisième zone, passage un peu régulier toujours, mais un peu moins fréquent que la zone numéro 2, avec là, on peut y retrouver des arbres fruitiers, des arbustes mellifères, décoratifs. Ça peut être aussi, on peut y créer aussi, si on le souhaite, un massif de plantes médicinales. Voilà, c'est une zone aussi intermédiaire entre, j'allais dire, la zone maison et ensuite la zone qu'on laisse plus sauvage. Et on y vient tout de suite, comme la zone numéro 4, avec une forêt de provisions, hein, comme vous le voyez. On peut y glaner un peu de fruits, du bois mort pour potentiellement faire des structures dans notre jardin. Voilà, c'est un endroit qu'on laisse au maximum vivre sa propre vie. Et puis la zone 5, où c'est vraiment une partie sauvage à 100%, qu'on n'entretient quasiment jamais pour justement laisser des niches comme ça écologiques importantes et qui font la transition et le transfert entre toutes les zones pour toujours la qualité sur votre site de la biodiversité. Alors, on va maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va s'intéresser un petit peu à des exemples de mise en application de design à différentes échelles. C'était important qu'on en parle sur différents types de superficies et parce qu'on peut très bien réaliser, mettre en place un jardin en permaculture sur sa terrasse, sur le rebord de sa fenêtre même, d'une manière très modeste certes, mais qui peut déjà vous apporter beaucoup de profit. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, on va s'intéresser à un tout petit potager très simple qui peut être mis sur le rebord de vos fenêtres. Alors, comme vous pouvez le voir, il se présente sous la forme de 3 jardinières. Là, on s'intéresse au dessin sur la gauche, bien sûr. Et on peut créer, par exemple, 3 ambiances. C'est des exemples, hein, mais il y a pas mal de choses à faire si on fait preuve d'imagination et surtout par rapport à tout ce que j'évoquais juste avant, hein, votre environnement, l'ensoleillement, si c'est à mi-ombre, voilà. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte quand on met en place ce type d'installation. Donc vous le voyez, il y a par exemple une jardinière de salade, tout simplement, avec des petites laitues à couper, feuilles tendres. Et puis on retrouve une petite jardinière un peu plus méditerranéenne, avec des petites tomates cerises, des poivrons. Et puis une jardinière d'aromatiques, hein, pour l'avoir directement sur le rebord de votre fenêtre dans la cuisine, par exemple, avec coriandre, persil, ciboulette, basilic. Voilà ce que vous avez envie d'y mettre. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Voilà. Ce que je préconise, bien sûr, c'est de mettre un tuteur aux poivrons et aux tomates pour éviter que les plants se cassent s'il y a un petit peu de vent, et on en a un petit peu par chez nous. Mais en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à attacher au fur et à mesure du raffia lors du développement de la plante. Voilà, ça peut être un premier type d'installation très simple sur votre fenêtre. Ça se fait assez rapidement. Moi, ce que je fais juste un petit détail hein, dans les jardinières, c'est que je mets une petite couche au fond de 2 cm de billes d'argile à peu près. Ça améliore le drainage hein, et ça remplit, ça peut faciliter justement tout ça. Et je le remplis bien sûr de terreau. Pour ce qui est du petit exemple sur la droite de votre écran, pardon, là on part sur quelque chose qu'on pourrait faire sur son balcon ou sur sa terrasse avec des pots. Comme vous le voyez, les 2 premiers exemples sont des pots. Ça peut être fait également en bois de palette recyclée ou bois de récupération.
sur l'exemple numéro 3, et puis sur la droite, dans des sacs en toile. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, puisque ça peut être une très bonne option de mise en place rapide d'utiliser ce type de sac. Alors en pratique, du coup, là, nous avons donc sur ce petit dessin donc des tomates cerises. Non, on va revenir juste avant, pardon. Voilà, merci beaucoup. Donc tomates cerises dans un pot. Nous avons aussi des fraises, des concombres et des aubergines. Voilà. Moi, je préconise plus des pots en terre cuite, hein. Ça permet à l'eau et à la terre de mieux respirer. Mais c'est vrai que vous pouvez, comme vous le voyez sur cet exemple, utiliser tout type de contenant qui vous irait bien sur votre terrasse ou sur votre balcon. Voilà pour ce qui est d'une petite installation. Ensuite, là, on va s'intéresser donc à un jardin potager sur une terrasse de 4 mètres carrés. Alors là, en l'occurrence, il y a déjà un peu plus de choses. Vous voyez sur la gauche de l'écran donc une vigne qui court sur une petite treille, une petite pergola, voilà, comme vous le montre Solène. Sur la gauche aussi, des courges, des grimpantes, hein, ça peut être très bien pour ce type de variété de potagère. Ça vous offrira aussi de l'ombrage, donc c'est non négligeable. Et puis là, pour plus de commodité, puisqu'on se rapproche de l'intérieur de la maison, vous voyez que toutes les plantes aromatiques sont placées à la droite de la terrasse, voilà. Et puis quelques agrumes en haut, quelques myrtilles pour avoir un peu moins de soleil en journée, voilà, sont un peu plus ramassées sur le côté de l'écran. Voilà, ça c'est déjà une installation qui peut tenir la route. Vous pouvez aussi, si vous avez la place là, juste derrière la vigne, éventuellement y mettre un petit composteur. Voilà, ça c'est toujours intéressant si on a la place d'installer un composteur chez soi pour valoriser ses déchets et puis réutiliser le compost qui sera réalisé. Alors, un petit focus rapide sur les buttes pérennes. Alors la butte, c'est une technique potagère qui permet de mettre en place de manière assez rapide et efficace un jardin, notamment sur des sols pauvres. Alors, je vais faire assez rapidement. Vous voyez que là, on a une vue découpée avec donc des rondins, euh, maximum 30 cm. Là, ça permet justement du coup d'offrir déjà un support bien drainé et qui va lentement se décomposer et offrir aussi au fil du temps de la matière organique. Des petits branchages, vous voyez qu'on voilà, on est de plus en plus petit au niveau des segments. Une bonne couche de compost par-dessus pour faire travailler ensuite le bois qui est dessous et enrichir déjà sur une première couche le sol. On peut y rajouter de la terre ou du terreau ou de la terre de son jardin. Et puis, on peut terminer sur un paillage. Voilà, alors Anaïs nous en parlera tout à l'heure, mais il y a différentes manières de pailler et elle vous expliquera également les avantages de ce type de technique. Donc, l'intérêt de la butte, comme je vous le disais, c'est d'avoir la possibilité de jardiner assez rapidement et de manière efficace sur un sol pauvre. Mais ça permet aussi, si on se réfère au principe de la permaculture, ben pour ceux qui ont des problématiques de dos, de quand même continuer à jardiner, puisque les buttes peuvent être surélevées à l'envi, hein, on peut les surélever comme on veut, on peut aussi éventuellement y rajouter des planches de bois sur les côtés pour éviter que la terre ne se tasse trop. En tous les cas, pour les personnes qui sont sujettes aux hernies ou à l'imbago, en tous les cas, ça peut être aussi une bonne option pour ça, pour se préserver physiquement. Donc, comme je vous le disais, voilà, le drainage est efficace, c'est plutôt ergonomique hein, par rapport à des problématiques potentielles physiques qu'on peut avoir. Ça permet aussi un meilleur captage de l'énergie solaire dû à sa forme. Le sol respire mieux, bien sûr, le volume de terre est également augmenté. Et du coup, ça change bien sûr de manière radicale, si c'est bien fait, la nature de son sol et ça l'enrichit fortement.
Ça peut être aussi très joli et ça peut avoir un effet microclimat en fonction de l'installation et de l'endroit où on l'installe dans son jardin. Petits inconvénients, bah, forcément, c'est quelque chose, c'est une installation assez conséquente, donc elle est difficile à défaire. Forcément, elle nécessite également beaucoup d'apports en matière et l'évaporation de l'eau peut se faire de manière plus rapide, sauf si vous respectez bien et vous êtes vigilant à votre paillage, et peut avoir une emprise au vent du coup un peu plus forte. Une technique aussi qui se rapproche finalement, qui fait partie un petit peu de la famille des cultures sur but, qui est la culture en lasagne. Euh, c'est une technique qui permet du coup de valoriser ces déchets de jardin et, euh, et du coup d'en constituer, d'utiliser ces déchets de jardin pardon, pour constituer des buts. L'important dans ce type de culture, c'est au même titre que dans un composteur, c'est de respecter l'équilibre carbone-azote. Carbone, ce sont les matières sèches, hein, des feuilles, de la paille, et puis l'azote, ce sont les déchets verts que, par exemple, vos épluchures de légumes. Vous savez que si vous ne respectez pas trop cet équilibre dans votre composteur, ça peut générer des problématiques d'odeur déjà, bien sûr, et puis aussi de déséquilibre au niveau la création de votre compost. Et donc là, en l'occurrence, comme son nom l'indique, on alterne les couches de matière carbonée à des couches de matière azotée, donc de déchets verts du jardin. On peut y amender aussi du compost, on peut y rajouter également du fumier bien sec en surface. Voilà, merci. Voilà, on a une petite découpe euh, qui peut vous expliquer de quelle manière ça peut fonctionner. Si on le souhaite, on peut également y mettre une première couche, une première épaisseur de carton pour avoir un support qui se désagrégera au fil du temps. Privilégier bien sûr un carton neutre, hein, éviter les cartons imprimés, colorés. Et voilà, vous voyez un peu les strates de de cette lasagne. J'en profite pour vous dire que nous vous partagerons dans quelques jours les différentes références bibliographiques et cytographiques qu'on peut vous conseiller, qui sont vraiment très intéressantes et puis qu'on a pu aussi utiliser lors de ce webinaire. Ensuite, donc là, on fait un petit topo vite fait sur les avantages et les inconvénients donc d'une culture en lasagne, possibilité donc de cultiver sur un sol pauvre, hein, au même titre un petit peu que la butte. Peu d'outillage du coup, puisque là en l'occurrence il n'y a pas de préparation du sol. On utilise donc des feuilles qu'on peut récupérer pardon, dans son jardin. Privilégier quand même les feuilles non ligneuses, c'est-à-dire des feuilles qui ne sont pas constituées de structures trop riches en bois. Préférez plutôt des feuilles plus souples lorsque vous faites vos lasagnes. Et bien sûr, c'est écologique. Ça enrichit le sol et planter vos espèces et vos plants potagers dans ce type d'installation peut vraiment être propice à une belle production. Et puis, besoin de matériaux en quantité importante, certes. Besoin d'eau aussi au départ, puisqu'il faut quand même activer un petit peu euh, tout ce, tout ce mélange de azote et carbone. Et là, en l'occurrence, il est compliqué de semer directement dedans. Il vaut mieux planter des plants qu'on aura fait en semis juste avant. Voilà, un petit topo aussi sur les obligations, enfin les obligations, les choses à quand même essayer de respecter quand on fait une culture en lasagne. Donc, je vous l'ai dit, du carton neutre, de la matière fraîche azotée, matière sèche carbonée, un petit mélange de terreau et de compost aussi. Et vous voyez les quelques proportions indiquées. Bien sûr, vous pourrez revenir dessus, puisqu'on retrouvera aussi le webinaire sur la page CPIE et ALEC. Vous pourrez revenir sur ces différentes proportions. Dernier petit exemple de mise en application de potager. Donc, sur votre gauche, vous avez là un petit potager donc, qui a été fait, en l'occurrence, sur but, 3 buts. Où on trouve quand même sur 3 buts une grande variété de potagères.
Je ne rentre pas dans les détails, simplement pour vous dire que là, en l'occurrence, vous voyez qu'il peut y avoir des œillets d'Inde à côté de tomates cerises ou du basilic. Anaïs va nous en parler, Solène, pardon, va nous en parler tout à l'heure. On parlera un petit peu de compagnonnage des plantes. Et vous voyez déjà que sur 3 buts, sur environ 10 mètres carrés, on peut déjà faire pousser pas mal de choses, notamment en se servant des côtés, puisque la butte est surélevée. Et puis là, à droite, bien alors là, en l'occurrence, un peu comme on l'a vu sur le chapitre du zonage, un potager dense, complet, hein, avec, vous voyez en bas la maison, une spirale aromatique pas très loin, qui peut aussi remplacer vos pots pour vos plantes, un treillage pour amener également, pour faire couvrir ces haricots, mais aussi pour amener de l'ombre. Et puis des massifs surélevés un peu plus loin, certainement sous forme de butte, avec plus loin également des massifs en trous de serrure. Très rapidement, en fait, les massifs en trous de serrure sont souvent faits en Afrique. Et en fait, on crée son massif potager en demi-cercle. Et à l'intérieur de ce trou de serrure, donc au milieu de ce massif circulaire, eh ben, les personnes y installent directement le composteur. Et le compost donc, est au centre du potager et nourrit et pratique d'accès et peut aussi nourrir les plantations. Voilà, ça c'est encore un exemple, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais c'est encore un exemple de zonage. Vous avez vu que celui-ci n'est absolument pas pareil que celui que nous avons vu avant. Voilà, comme je l'avais dit au début de ce webinaire, chaque potager que vous créerez sera unique, vous ressemblera. Alors, parlons très rapidement, ça ce sont des choses qu'on a vues et qu'on peut aussi évoquer et qu'on peut installer sur le balcon, donc la culture en pot, on en a parlé tout à l'heure lorsque je vous ai montré quelques petits exemples, notamment sur la terrasse ou le balcon. Donc je ne reviens pas forcément dessus, voilà, ça peut donner, c'est simplement que j'avais envie de vous partager avec vous ce que ça pouvait donner. La culture en sac, très pratique d'installation, très facile d'installation, léger à mettre en place. Et là, du coup, vous avez une plus grosse contenance. Et le géotextile fait que la terre respire assez bien. Vous pouvez bien sûr pailler à son pied, ça n'enlève rien. Mais en tous les cas, ça peut être tout à fait propice à une installation sur terrasse. Et puis, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, n'hésitez pas à valoriser la hauteur pour vos cultures. Ça peut être des haricots, mais ça peut être des courges, ça peut être des melons et de la vigne. Au-delà de vous offrir de l'ombrage, vous pourrez aussi cultiver palissé, euh, d'autres plus grandes variétés de plants potagers. Voilà pour ma part. Je vous laisse avec Anaïs et puis on se retrouve à la fin pour si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup. C'est moi, du coup, qui vais reprendre du coup, les plantes alliées. Alors, il faut savoir que du coup, chaque plante a des propriétés dont peut bénéficier ces plantes voisines. Et à l'inverse, certaines plantes se nuisent entre elles un petit peu. Il est donc important de connaître du coup les bons et les mauvais compagnonnages, mais toujours, bien évidemment, rien n'est mieux que votre propre expérience sur vos terrains avec vos propres plantes. Donc l'ail, par exemple, qui éloigne les insectes et s'utilise en décoction comme fongicide et pesticide. Il est à privilégier proche des carottes, des fraisiers et des tomates, mais à l'inverse, pas à mettre proche des choux et des haricots. Et en effet, cette année, j'ai pas fait attention à mon compagnonnage et depuis que j'ai planté mes haricots après mon ail tire un peu la tronche, donc je vais voir ce que ça va faire, mais ça a l'air mal parti en tout cas. Il y a aussi l'exemple du basilic qui, lui, éloigne les mouches et les moustiques. On dit aussi qu'il renforce le goût des tomates, bien que certains pensent que c'est parce qu'on les consomme ensemble qu'on les plante également ensemble. Mais également, j'ai fait un test du coup la semaine dernière où j'ai rajouté 2 pieds de tomates près d'un de mes basilics. Et je trouve qu'il reprend pas mal de force, donc comme quoi ça peut marcher aussi.
Donc, il est bien aussi proche des piments, des poivrons et des aubergines. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, en tout cas pour celui-ci. Alors, le romarin, fameuse plante de la Provence, il contrôle la venue des petits nuisibles comme les pierrides, les citadelles ou les mouches des carottes, d'où l'intérêt du coup de les placer proches de ces carottes. Les choux et l'haricot également, ils font des bons liens entre eux, donc c'est à privilégier. Autre plante du coup de la Provence, le thym, qui lui éloigne du coup les mouches blanches, ce qui va du coup protéger les choux. Il est apprécié d'être, donc du coup, il faut mettre proche des choux et des carottes. Comme toujours, je vous disais, ces compagnonnages sont indicatifs. Sur Internet, vous en trouvez encore plein d'autres. Et rien n'est mieux aussi que votre propre expérience du coup de votre terrain et de vos plantes à goût. La tomate, on peut utiliser ses feuilles comme purin qui va du coup fertiliser. Du coup, on apprécie le basilic comme on l'a vu précédemment. Mais il aime aussi du coup la carotte, le poireau, le céleri ou encore l'oignon. Et il est moins copain par contre avec la betterave et les pois. Donc, dernier exemple, la carotte qui lui du coup va éloigner la mouche des oignons et des poireaux. Donc privilégiez cela. Et à l'inverse, il ne fait pas très bon ménage avec la menthe. Alors les plantes alliées qui sont plus qu'on utilise moins en tout cas pour se nourrir. Il y a la lavande qui du coup lui va éloigner les pucerons et les fourmis, d'ailleurs qu'on va en parler plus tard. Ça va aussi éloigner les papillons et les mites nocturnes. Il y a l'ortie, on a souvent peur d'elle parce qu'elle nous pique, mais en fait c'est un très bon allié au potager. La plante elle est riche en azote et c'est souvent nos plantes manquent souvent d'azote justement, c'est pour ça qu'on a du mal qu'on peut avoir du mal à les faire pousser. Donc pour l'utiliser, le plus commun, c'est d'en faire un purin. Donc faire macérer du coup 1 kg d'ortie dans 5 à 10 litres d'eau pendant une dizaine de jours. Et soit du coup vous la filtrez pour la pulvériser, ou alors vous la rediluez encore à 10% dans un arrosoir et vous le mettrez du coup au pied de vos plantes. L'œillet d'Inde, qui du coup premièrement a un aspect décoratif et en plus contrôle du coup les nématomes qui sont des petits nuisibles faisant partie de la famille des vers de terre. Qui eux du coup provoquent le dessèchement des feuilles. Du coup va éloigner ces petits nuisibles, également les pucerons et les altices. Un très bon compagnonnage, les 3 sœurs, ou la mille-pas aussi, qu'on appelle. C'est une technique qui est originaire d'Amérique du Sud et qui du coup permet des grands rendements sur peu de surface. C'est le compagnonnage du coup de 3 plantes, le maïs, la courge et les haricots. Le maïs va donc servir de tuteur aux haricots. Et, les haricots, du coup, faisant partie de la famille des légumineuses, va naturellement enrichir le sol en azote, que va du coup pouvoir bénéficier ses copains, la courge et le maïs. Et la courge, du coup, qui va empêcher le développement de mauvaises herbes et créer un ombrage qui réduira du coup les besoins d'arrosage en gardant du coup la fraîcheur au sol. Également, du coup, certaines variétés de courges qui ont des tiges épineuses vont du coup éloigner aussi les herbivores. Donc ça évitera du coup les escargots et les limaces. Du coup, pour faire ce super combo des 3 sœurs entre elles, il faut commencer du coup par planter votre maïs fin mars. Quand il arrive à une certaine hauteur, assez grand, 15 cm, on va commencer à planter les haricots. Et une dizaine de jours plus tard, on va pouvoir planter du coup les courges qui vont tapisser le sol. Alors, on va passer du coup aux nuisibles, bien qu'en permaculture, on ne parle pas vraiment de nuisibles, car tout a une utilité du coup au potager. Donc, par exemple, la présence d'escargots et de limaces, qui est du coup un indicateur d'un déséquilibre azote-carbone dans le sol. C'est donc important de rétablir cet équilibre. Et du coup, on va voir avec Anaïs plus tard comment ça va pouvoir être fait. Idéalement, très permacole pour vivre du coup avec ces limaces et ces escargots. Si on a la possibilité, c'est pas évident, produire plus pour avoir assez pour soi et du coup pour eux aussi.
Comme ça, vous cohabitez ensemble. Ou alors, solution, partir au petit matin à la fraîche, à la chasse aux escargots et vous les jetez plus loin, vous les tuez, vous les mettez chez vos voisins. Après, ça nous regarde pas. Donc, voilà, donc après les avoir nourris, vous pouvez aussi également leur offrir le gîte. Donc, c'est un petit piège. En plaçant du coup des épluchures de légumes au sol, tout ce qui est déchets verts. Par-dessus, du coup, vous replacez une planche en bois ou du papier journal ou même un bol en verre, ça fera l'affaire. Du coup, ils vont être attirés du coup par cette zone. Et une fois que vous avez une certaine quantité, vous pouvez du coup les asperger de sel, qui va du coup, ça va les tuer. Ou alors, vous les offrez du coup en festin à leurs prédateurs. Donc, du coup, en prédateur, si vous êtes proche d'une mare et que vous avez des crapauds qui viennent chez vous, c'est pas mal pour éliminer les limaces et escargots. Ça vous éliminera aussi les moustiques et les moucherons. Vous pouvez également attirer les hérissons. Donc pour ça, un amas de branchages morts fait largement l'affaire pour les hérissons, pour les attirer. Et si vous pouvez aussi avoir des canards, des oies, des poules qui vont pouvoir se nourrir de ces limaces. De plus, ils vont charger du coup de vos déchets verts en les mangeant. Ils vont également du coup vous offrir du fertilisant avec leurs fientes. Et les poules peuvent également vous offrir des œufs. Donc là, vous avez un super combo permacole. Donc, du coup, un seul élément vous offre plusieurs fonctions. Il y a aussi la technique des purins pour les booster. Ça marche du coup aussi bien pour les limaces, escargots que les fourmis et les pucerons qu'on va voir plus tard. Donc l'ortie du coup va augmenter la croissance et leur immunité, la consoude va accélérer la floraison et protéger les plants. Et en paillis, du coup, ça va aussi apporter de l'azote au sol. Vous pouvez aussi également entourer du coup ces plantes de cendres, de sable, de cheveux, de poils d'animaux, de coquilles d'œufs. Les limaces vont donc être gênées du coup pour atteindre vos plantes. Il y a la bourrache du coup qui peut être également mis fraîchement coupée. Ça fera aussi un apport en azote. Et les tiges de la bourrache qui du coup ont des petites épines auront aussi du coup un effet barrière autour d'elles. Donc les pucerons et les fourmis. Donc si vous avez des fourmis, vous êtes plus à même après d'avoir des pucerons, car les fourmis font de l'élevage de pucerons, comme nous on peut en faire avec les moutons, font de l'élevage des pucerons du coup pour se nourrir de leur excrément, qui est du coup un liquide visqueux qu'on appelle le miela. Donc dès les premiers signes de fourmis, vaut mieux résoudre le problème avant que les pucerons n'arrivent. Il y a la lavande et les œillets d'Inde qui sont des bons répulsifs du coup à fourmis et pucerons. En plus, les œillets d'Inde du coup vont attirer les cirques qui sont des prédateurs des pucerons. Et vous pouvez aussi rajouter des coccinelles. On peut en trouver dans le commerce. Mais attention à ne pas prendre des coccinelles asiatiques qui vont du coup nous manger nos coccinelles à nous locales. Ça les mènera à disparaître. Vous pouvez également poser du marc autour de vos plantes ou procéder à des mélanges. Donc il y en a un, c'est 50% d'eau, 50% de vinaigre, et du coup à pulvériser sur vos fourmis, ce qui réglera du coup l'affaire. Mais attention, parce que du coup le vinaigre c'est aussi un bon désherbant, donc attention où est-ce que vous mettez. Et mélanger aussi du savon noir avec de l'eau et pulvériser du coup sur vos plantes qui ont des pucerons. Vont du coup les empêcher d'avancer, ils ont plus de difficultés à avancer et finiront du coup par mourir. Je laisse du coup la parole à Anaïs. Merci. Alors du coup, avant de parler d'enrichissement du sol, on va voir un peu sa composition. Alors, diapo suivante, s'il te plaît, Solène. Alors, dans un premier temps, nous retrouvons la végétation qui est facilement reconnaissable grâce à ses feuilles mortes, qui sont encore identifiables. On retrouve aussi juste en dessous l'humus, qui est terre assez riche en matière organique et en eau. En troisième couche, nous avons la couche arable, qui est un mélange d'humus et de minéraux. Alors, c'est une couche qu'on utilise pour la culture.
En quatrième couche, on retrouve le sous-sol, pardon. Généralement, c'est une terre assez pauvre en humus et avec très peu de traces de vie. Et pour finir, on retrouve la roche-mère. C'est la couche minérale superficielle de la couche terrestre, pardon. Et elle contribue aussi à la nutrition des végétaux. Alors, pourquoi il est important d'enrichir les sols? Alors, comme on a vu dans la diapo d'avant, on a vu différentes couches. Là, on va zoomer sur l'humus, qui est un garant de fertilité. Alors, au fur et à mesure en fait, du temps, l'humus se dégrade et il perd ses éléments nutritifs. Alors, le but de l'enrichissement est d'apporter des éléments nécessaires au sol pour fournir aux plantes une nutrition stable à leur développement. Alors là, on va voir comment on fait pour enrichir le sol naturellement. Alors, il y a des multitudes de façons naturelles de le faire. Là, on va voir dans un premier temps le bois ramial fragmenté. Alors, cette technique utilise le bois des rameaux d'arbres découpés. Grâce au bois ramial fragmenté, on favorise le développement des champignons et on permet la création d'humus. Les feuilles mortes, par la suite, elles constituent une masse considérable de matière organique. C'est idéal aussi pour le paillage ou même pour le compost maison. Il y aura aussi la paille. Alors, la paille est un matériau assez carboné qui est long à se décomposer. Le conseil que je vous donnerai pour profiter immédiatement en fait, de son apport, de ses effets, serait de privilégier en fait, une vieille paille car elle aura déjà commencé son étape de décomposition. La tonte est assez riche en azote. Alors, il faut éviter les apports trop épais car ça a tendance à pourrir assez vite. Il faut privilégier de fines couches, ça suffira amplement. Pour profiter de l'effet du paillage, en plus de ça, le mieux est de laisser quelques jours la tonte sécher avant de l'étaler sur votre sol. Le compost. Alors, le compost est évidemment le fertilisant le plus connu. Il apporte un équilibre qui favorise la vie du sol et le développement immédiat de vos cultures. Le fumier, il est utilisé depuis la nuit des temps en agriculture et il comporte diverses quantités de matières organiques ainsi que d'eau et de nutriments. Et pour finir, il y a le marc de café. Le marc de café est riche en azote, il favorise le développement immédiat de vos cultures. Alors, nous avons vu l'enrichissement du sol. Maintenant, on va voir la gestion de l'eau, qui est aussi tout aussi important. Alors là, nous allons voir deux grandes méthodes qui s'adaptent autant au jardin qu'en balcon. Alors, pour le paillage, première méthode, pour le paillage, vous pourrez utiliser le bois raméal fragmenté, les feuilles mortes, la paille, ainsi que la tonte. Donc là, c'est une liste non exhaustive, donc il en existe plein d'autres. Le paillage retiendra l'eau et limitera l'évaporation. C'est une solution qui vous permettra de faire des économies d'eau en même temps. L'eau de pluie. Alors, il est possible en balcon comme en jardin de récupérer l'eau de pluie. Grâce à un récupérateur, l'eau tombera sur les tuiles qui prendra la descente des gouttières qui sera reliée à une cuve comme on peut voir sur la photo ci-dessous. En balcon, il sera important de demander l'autorisation du conseil syndical de votre immeuble. À vous de vous assurer que votre balcon pourra supporter le poids maximal du collecteur choisi. Et là, nous allons voir les graines du potager, donc graines reproductibles ou non reproductibles. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'une bonne graine? Tout dépend en fait de son passé. Il faut savoir qu'une graine garde en mémoire au fur et à mesure des années quelques éléments sur son environnement, climat, sol, etc. Et grâce à ces éléments qu'elle aura pu emmagasiner les années avant, elle pourra faire face à des éléments similaires, comme ici des risques de canicule. C'est pourquoi il est important de privilégier des graines qui ont du vécu. Ce qui n'est pas
le cas de la graine F1, qu'elle n'a ni passé ni futur. Alors, ce sont des graines hybrides qui sont vendues en masse en supermarché. Elles ne sont pas pensées pour rester sur votre sol. Et elle a pour cause de ne pas garder en mémoire les éléments passés. Donc là, on va voir comment choisir des graines naturelles. Alors, de préférence, des graines bio. Ensuite, tout dépendra de votre niveau de jardinage et de vos envies. Si vous êtes débutant, restez sur des variétés classiques. Elles seront plus faciles à cultiver, comme les tomates, le basilic ou encore d'autres variétés, tout aussi simples. Si vous êtes beaucoup plus expérimenté, vous pouvez aussi vous lancer dans la culture plus rustique, comme les graines oubliées ou graines locales. Alors, nous allons voir 3 options pour vous fournir en graines. Donc, la première option sera de vous rediriger vers des fournisseurs en ligne en toute confiance et qui seront fiables. Donc, on a Ansem Bio, Germinance et Semeil, Biogerme, la ferme de Sainte-Marthe et ainsi l'association militante Cocopelli. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, on peut en retrouver plein d'autres sur Internet. Option numéro 2, il faudra demander auprès de votre mairie, car il existe de nombreuses foires aux plantes ou des événements de troc de graines. En ligne, vous pouvez retrouver les sites suivants. Alors, Grain & Troc, là, vous avez une capture d'écran où on peut apercevoir les différents, je crois que c'est les différents points d'échange, ou encore planterchez-vous.com. C'est des particuliers, en fait, qui mettent une annonce en ligne et sur laquelle vous pouvez répondre pour faire un échange. Et dernière option, qui est à mon sens la meilleure, qui reste de récolter vos propres graines vous-même. Elles auront emmagasiné des données, donc des éléments de votre terrain, et ainsi que des éléments du climat. Voilà. Merci Anaïs. Du coup, voici nos adresses si vous voulez nous contacter par la suite. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Il y a eu des échanges, il me semble, sur le chat. Du coup, Frédéric, si tu es avec nous, tu peux peut-être répondre à quelques questions dont Mélène va nous en faire part. Du coup, j'ai profité du coup que j'ai répondu pardon, un petit peu à des questions directement avec les personnes qui les posaient. Alors tout à l'heure, une personne posait la question concernant l'apport de fumier et aussi la question de ma position sur la prise d'antibio par les animaux en amont. Je vous avoue que c'est une excellente question. Après, ce que j'ai toujours constaté, c'est que, après, c'est sûr qu'on ne connaît pas l'origine de la nourriture de certains élevages. En tous les cas, moi j'ai toujours vu, en tous les cas, le crottin ou le fumier que j'ai pu utiliser est toujours été très rapidement colonisé par les bactéries, les champignons et les vers. Donc, de mon point de vue, ça veut dire que du coup, la vie est encore présente et se développe avec cet apport. Comme je répondais, je crois que c'est Gilles qui me posait cette question. À Gilles, justement, moi je préconise quand même le crottin de cheval. Mais un point très important, c'est de le faire sécher un maximum. Puisqu'il contient effectivement des bactéries, il contient de la matière sèche, de la matière azotée, mais si vous ne le faites pas assez sécher, il risque aussi potentiellement d'amener des bactéries auprès de vos plantes. Moi, ce que je fais, j'enterre rarement mon fumier. Ce que je fais, c'est que je le mets souvent en surface, au pied des plantes, au même titre un peu que le compost d'ailleurs. Ensuite, tout à l'heure, je me permets, du coup, oui, Héloïse demandait ce que c'était que la consoude. La consoude, c'est vraiment, fait partie des engrais verts les plus utilisés. Il faut savoir que l'ortie, par exemple, qui est une formidable plante, bien qu'elle pique et qu'elle nous embête parfois l'été avec nos shorts, du coup, l'ortie booste
la phase végétative de la plante, c'est-à-dire sa croissance, tandis que la consoude, elle, booste sa floraison. Donc, la consoude, comment on peut l'utiliser très rapidement? Soit on hache quelques feuilles et on les met au pied des plants, soit on peut aussi en faire du purin. En 3 semaines à peu près, un purin peut être fait. On prend quelques feuilles, on les hache, on rajoute de l'eau. Vous pourrez trouver assez facilement les proportions que je n'ai pas en tête sur le net. Et au bout de 3 semaines, on remue régulièrement. Une fois qu'il n'y a plus de mousse, là, vous pouvez le filtrer et l'utiliser en dilution quand même à peu près de 1 litre pour 10 litres à peu près, au pied de vos plants ou en vaporisation aussi, ça marche très bien.